Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle nuit méridienne. Si votre journée a été dense ou si vous cherchez simplement un espace pour laisser votre esprit se dissoudre dans quelque chose de plus vaste que vous-même, vous êtes exactement là où vous devez être. Prenez un instant pour vous installer. Laissez vos épaules descendre. Laissez votre respiration reprendre son rythme naturel, calme et profond. Et sentez le monde extérieur s'effacer doucement, comme une lumière que l'on tamise en fin de soirée. Ce soir, notre nuit méridiane vous emmène au-delà de tout ce que l'œil peut voir, vers des espaces si vastes que les mots peinent à les contenir. Le cosmos, cette immensité silencieuse qui nous entoure de toutes parts et n'attend rien de nous, sinon peut-être que nous levions les yeux et que nous nous rappelions combien nous sommes petits et combien c'est, étrangement, rassurant. Le voyage commence maintenant. Laissez-vous porter. L'univers. Observable à un diamètre d'environ 93 milliards d'années-lumière. Et pourtant, il ne représente qu'une fraction de ce qui existe réellement au-delà de ce que nous pouvons voir. La lumière met du temps à voyager. Ce que nous observons dans le ciel nocturne n'est pas le cosmos tel qu'il est maintenant. C'est une image du passé, des millions ou des milliards d'années après que ces photons ont quitté leur source. Certaines étoiles que vous voyez n'existent plus. Elles ont explosé depuis longtemps, dans un silence que nous n'entendrons peut-être jamais. Nous sommes, en regardant le ciel, des archéologues de la lumière. Nous contemplons des traces, des fantômes brillants, des messages expédiés avant que l'histoire humaine n'ait commencé. Il y a quelque chose de profondément apaisant dans cette idée, que le cosmos nous envoie des lettres anciennes, sans urgence, sans attente. Il y a environ 2000 milliards de galaxies dans l'univers observable, chacune contenant en moyenne 100 milliards d'étoiles. 2000 milliards. Ce chiffre est si grand qu'il ne peut pas être visualisé directement. Il peut seulement être contemplé, comme on contemple l'horizon de la mer sans chercher à en voir l'autre bord. Et pourtant, chacune de ces galaxies est un monde complet, avec ses propres bras spiralés, ses propres nébuleuses, ses propres systèmes planétaires, peut-être ses propres formes de vie que nous ne connaîtrons peut-être jamais. L'univers n'est pas un décor, c'est une profusion, une générosité incompréhensible de formes, de lumière, de possibilités. Ce soir, laissez l'immensité entrer doucement. Elle n'est pas menaçante. Elle est simplement là. Le Soleil est une étoile tout à fait ordinaire, une naine jaune de taille moyenne, mais il représente à lui seul 99,8% de toute la masse du système solaire. Jupiter, Mars, la Terre, tous les astéroïdes et les comètes réunis ne forment que le reste. Ce Soleil brûle depuis plus de 4,5 milliards d'années, et il en a encore autant devant lui. Il convertit chaque seconde 600 millions de tonnes d'hydrogène en hélium, libérant une énergie colossale sous forme de lumière et de chaleur. Cette lumière parcourt les 150 millions de kilomètres qui nous séparent de lui en 8 minutes et 20 secondes. Et elle atteint votre peau, même à travers une fenêtre, même en hiver. Le Soleil, ce soir, vous a encore rejoint. Il le fera encore demain matin, fidèle, sans jamais faillir. Les étoiles ne sont pas éternelles. Elles naissent, vivent et meurent, souvent dans des explosions d'une violence et d'une beauté inouïes. Une supernova, la mort explosive d'une étoile massive, peut, l'espace de quelques secondes, briller aussi fort que toute sa galaxie d'origine. Elle disperse dans l'espace les éléments qu'elle a forgés dans ses entrailles, fer, silicium, carbone, oxygène. Ces éléments voyagent pendant des millions d'années à travers le vide, puis se condensent en nouvelles étoiles, de nouvelles planètes, de nouveaux corps. Le fer dans votre sang, le calcium dans vos os, l'oxygène dans vos poumons, tout cela a été fabriqué dans le cœur d'une étoile morte avant votre naissance. Vous êtes littéralement fait d'étoiles mortes. C'est peut-être la chose la plus belle que la science ait jamais dite. La Voie lactée, notre galaxie, a un diamètre d'environ 100 000 années-lumière et contient entre 200 et 400 milliards d'étoiles. Notre Soleil se trouve à environ 26 000 années-lumière du centre galactique, dans un bras spiral périphérique appelé le bras d'Orion. Nous tournons autour du centre de la Voie lactée à une vitesse d'environ 828 000 km/h,
Et il nous faut tout de même 225 millions d'années pour boucler un seul tour. Ce voyage orbital complet porte un nom poétique, l'année galactique. La dernière fois que la Terre était à cet endroit précis de son orbite autour de la galaxie, les dinosaures n'existaient pas encore. En ce moment, vous tournez, même dans le silence de cette nuit. Le centre de notre galaxie abrite un trou noir supermassif appelé Sagittarius A étoile, dont la masse est équivalente à 4 millions de soleils. En avril 2022, les astronomes du projet Event Horizon Telescope ont publié la première image directe de ce trou noir, un anneau de lumière orangée entourant une zone d'obscurité absolue. Ce que nous appelons un trou noir n'est pas un vide, c'est une concentration de masse si extrême que la courbure de l'espace-temps empêche même la lumière de s'en échapper. Et pourtant, de cette singularité obscure, des jets de matière et d'énergie jaillissent vers l'espace à des vitesses proches de celles de la lumière. Le plus sombre génère parfois le plus lumineux. Il y a dans cette image quelque chose qui ressemble à une vérité que la vie connaît aussi. La lumière, cette onde électromagnétique qui voyage à 300 000 km par seconde, est la même chose qui réchauffe votre peau au soleil, brûle votre rétine si vous regardez le soleil directement, et traverse l'univers depuis des milliards d'années pour entrer dans vos yeux ce soir. Le spectre de la lumière visible que nos yeux perçoivent n'est qu'un fragment infime du spectre électromagnétique total. Les rayons gamma, les rayons X, les ultraviolets, les infrarouges, les ondes radio et les micro-ondes nous traversent en permanence, invisibles. L'univers est immergé dans une musique que nous ne pouvons pas entendre. Des milliards de fréquences qui vibrent partout, tout le temps, en silence absolu. Nous vivons dans un cosmos que nos sens ne peuvent qu'effleurer. Soir, laissez quelque chose vous traverser, doucement, sans le nommer. L'espace intergalactique, le vide entre les galaxies, n'est pas vraiment vide. Il est parcouru par un réseau de filaments de gaz chauds et de matière noire, structurés comme une immense toile cosmique. Les galaxies ne flottent pas isolément dans le néant. Elles sont regroupées en amas, en superamas, reliées entre elles par ces filaments comme des nœuds dans un filet. Cette structure à grande échelle de l'univers ressemble, vue de loin, à un réseau de neurones. Le même motif que celui de votre cerveau, ramifié, connecté, dynamique, se retrouve à l'échelle du cosmos entier. Peut-être que l'univers pense, d'une façon que nous n'avons pas encore appris à reconnaître. La matière ordinaire, tout ce qui compose les planètes, les étoiles, les galaxies, les corps humains, ne représente que 5% de l'univers. Les 27% restants sont de la matière noire, une substance qui n'émet pas, ne reflète pas et n'absorbe pas la lumière, mais dont nous sentons la présence par la gravité qu'elle exerce. Et les 68% restants sont de l'énergie noire, une force encore plus mystérieuse qui accélère l'expansion de l'univers. Autrement dit, nous ne connaissons la nature que de 5% de ce qui existe. Le cosmos est, dans sa grande majorité, fait de quelque chose que nous ne comprenons pas encore. L'univers garde ses secrets avec une patience admirable. Les étoiles à neutrons, les restes comprimés d'étoiles massives après leur explosion en supernova, sont parmi les objets les plus denses de l'univers connu. Une étoile à neutrons typique a la taille d'une ville, environ 20 km de diamètre, mais une masse supérieure à celle de notre Soleil. Une cuillère à café de matière d'étoile à neutrons pèserait environ 1 milliard de tonnes. Elle tourne sur elle-même jusqu'à 700 fois par seconde en émettant des faisceaux réguliers de rayonnement, comme des phares cosmiques. Ces pulsars, découverts en 1967, ont d'abord été si réguliers que les astronomes les ont surnommés LGM1, Little Green Men, croyant avoir détecté un signal extraterrestre. L'univers, parfois, ressemble à quelqu'un qui essaie de vous parler. Les trous noirs ne sont pas des aspirateurs cosmiques. Ils n'attirent pas plus que n'importe quel autre objet de même masse depuis une grande distance. Si le Soleil était remplacé demain par un trou noir de même masse, la Terre continuerait d'orbiter exactement comme avant, simplement dans l'obscurité. Ce qui rend les trous noirs si différents, c'est leur densité extrême, toute leur masse concentrée dans un espace infiniment petit, créant une courbure de l'espace-temps
que rien ne peut fuir à proximité. Il fascine non pas parce qu'il dévore tout, mais parce qu'il marque une limite, un endroit où nos lois physiques s'arrêtent, où notre compréhension atteint sa frontière. Il y a quelque chose de respectueux dans le fait de reconnaître une limite. La lumière du soleil que vous voyez ce soir met 8 minutes et 20 secondes pour vous parvenir. Mais l'énergie qu'elle transporte a mis des dizaines de milliers d'années à voyager depuis le cœur du soleil jusqu'à sa surface. Les photons sont produits par fusion nucléaire au centre du soleil, où la pression et la chaleur sont si extrêmes que la lumière rebondit d'atome en atome pendant des millénaires avant d'atteindre la surface. Une fois libérée, elle traverse le vide en quelques minutes. Ce voyage intérieur du Soleil, ce cheminement lent, tortueux, dans la pression et la chaleur, ressemble parfois à certaines choses que nous portons longtemps avant qu'elles puissent finalement rayonner. Ce que vous portez depuis longtemps a peut-être juste besoin de trouver la surface. Des exoplanètes, des planètes orbitant autour d'étoiles autres que notre Soleil, sont désormais détectées à un rythme de plusieurs centaines par an. À ce jour, plus de 5000 exoplanètes ont été confirmées, de roches gelées à des géantes gazeuses plus grandes que Jupiter, de planètes de diamants compressés à des mondes où il neige dans l'obscurité totale. Et parmi elles, des dizaines se trouvent dans la zone habitable de leur étoile, ni trop chaude ni trop froide pour que l'eau liquide existe en surface. Nous ne savons pas si elles abritent la vie, mais leur existence seule change quelque chose dans notre façon de nous percevoir dans le cosmos. Nous ne sommes probablement pas une anomalie. Quelque part, peut-être en ce moment même, quelqu'un se couche sous une autre étoile. La vitesse d'expansion de l'univers dépasse celle de la lumière, non pas parce que quoi que ce soit voyage plus vite que la lumière, mais parce que l'espace lui-même s'étire. Cette expansion, découverte par Hubble en 1929 et confirmée depuis, s'accélère. Elle signifie que des galaxies suffisamment lointaines s'éloignent de nous si vite que leur lumière ne nous atteindra jamais, et qu'un jour, dans des billions d'années, l'univers observable depuis la Terre sera plus petit que maintenant. D'autres galaxies auront disparu au-delà de notre horizon cosmique. Nous n'en saurons rien, et elles non plus. La séparation la plus totale imaginable, non pas parce que quelque chose s'est brisé, mais simplement parce que l'espace s'est étiré entre deux êtres. Ce soir, ce qui vous est proche est encore proche. Cela mérite d'être remarqué. Le rayonnement fossile cosmique, le fond diffus cosmologique, est l'écho lumineux du Big Bang, visible encore aujourd'hui sous forme de micro-ondes qui baignent l'univers entier. Il a été découvert accidentellement en 1965 par deux physiciens d'AT et T, Arno Penzias et Robert Wilson, qui cherchaient à éliminer un bruit de fond parasite dans leur antenne et ne comprenaient pas d'où venait cette interférence. Ils avaient trouvé l'écho de la naissance de l'univers. Ce rayonnement correspond à la lumière émise environ 380 000 ans après le Big Bang, quand l'univers s'était suffisamment refroidi pour que les atomes se forment. C'est la plus vieille lumière que nous puissions observer, une mémoire inscrite dans l'espace lui-même. Ce soir, vous baignez dans la lumière la plus ancienne qui soit. Les aurores boréales, ces rideaux de lumière verte et rose qui serpentent dans les cieux nordiques, sont causés par des particules solaires qui entrent en collision avec l'atmosphère terrestre, guidée par le champ magnétique de la Terre. La Terre est enveloppée d'un champ magnétique produit par le mouvement du fer liquide dans son noyau externe, un bouclier invisible qui nous protège du vent solaire. Sans lui, le rayonnement solaire dépouillerait progressivement l'atmosphère, comme cela s'est produit sur Mars, dont le champ magnétique s'est éteint il y a des milliards d'années. Ce champ invisible est une des conditions silencieuses de notre existence, présent depuis toujours, jamais perçu directement, absolument essentiel. Ce soir, vous êtes protégé par des forces que vous ne voyez pas et ne sentirez jamais directement. Certaines des substances les plus communes de l'univers, hydrogène, hélium, lithium, ont été formées dans les premières minutes après le Big Bang, lors d'une période appelée la nucléosynthèse primordiale. Dans ces minutes d'une chaleur et d'une densité extrême, les quarks se sont agglomérés en protons et en neutrons, et ces derniers ont fusionné pour former les premiers noyaux atomiques. Ce processus a duré environ 20 minutes et a produit environ 75% d'hydrogène et 25%. Sans d'hélium, les matériaux de base à partir desquels toutes les étoiles, toutes les galaxies, toutes les planètes et tous les corps humains ont été fabriqués.
L'histoire de l'univers entier tient dans 20 minutes de chimie primordiale. Toute l'immensité de ce soir est née en un souffle. Un an-lumière. La distance que la lumière parcourt en un an à 300 000 km par seconde équivaut à environ 9 500 milliards de kilomètres. C'est l'unité de distance que les astronomes utilisent pour parler des étoiles et des galaxies, parce que les kilomètres sont inutiles à cette échelle, comme compter les grains de sable avec une règle de 30 cm. L'étoile la plus proche de notre Soleil, Proxima Centauri, est à 4,2 années-lumière. Si vous voyagiez à bord du vaisseau le plus rapide jamais construit par l'humanité, il vous faudrait environ 75 000 ans pour l'atteindre. La vastitude de l'univers n'est pas une métaphore. Elle est absolument, concrètement réelle. Et pourtant, ici, ce soir, tout est à portée de main. L'univers a environ 13 800 millions d'années, et la Terre, elle, en a 4 500 millions. Si l'on comprime toute l'histoire de l'univers sur une seule année calendaire, le Big Bang se produit le 1er janvier à minuit. Notre galaxie apparaît en mars. Le Soleil et la Terre se forment en septembre. Les premiers organismes multicellulaires n'arrivent qu'en novembre. Les dinosaures disparaissent le 26 décembre. Et toute l'histoire humaine, de Lucie au smartphone, se joue dans les dernières 10 secondes du 31 décembre. Nous sommes les nouveaux arrivants d'un univers très vieux. Ce soir, il y a quelque chose de doux à se sentir si jeune dans un cosmos si ancien. Les nébuleuses, ces nuages de gaz et de poussière qui s'étendent sur des centaines d'années-lumière, sont les berceaux et les cimetières des étoiles. Certaines, comme la nébuleuse de la Rosette ou la nébuleuse d'Orion, sont des régions de formation stellaire où de nouvelles étoiles naissent en ce moment même dans des colonnes de gaz ionisés. D'autres, comme la nébuleuse du Crabe, sont des étoiles, les restes d'une explosion d'étoiles. Un nuage de matière encore en expansion, illuminé de l'intérieur par un pulsar en rotation rapide. Dans ces deux cas, la nébuleuse est un lieu de transformation. Quelque chose finit, quelque chose commence, dans un silence et une beauté que personne ne verra jamais directement depuis la Terre. Même la destruction peut être extraordinairement belle. La matière noire ne peut pas être vue directement, mais son existence est déduite de l'effet qu'elle exerce sur la matière visible. Des galaxies tournent trop vite pour que leur masse visible seule puisse les maintenir ensemble. Sans quelque chose d'invisible, les étoiles des bords galactiques devraient se disperser dans l'espace. Ce quelque chose est la matière noire. Elle tient les galaxies ensemble comme une colle invisible, structurant l'univers à grande échelle. Nous savons qu'elle existe. Nous ne savons pas ce qu'elle est. Aucune particule connue ne correspond à ça. Description. Elle est l'un des plus grands mystères de la physique contemporaine, réelle, essentielle et totalement incomprise. L'univers est maintenu ensemble par quelque chose qu'on ne peut pas voir. Ce n'est peut-être pas si différent de l'amour. Le grand attracteur, une concentration de masse gravitationnelle immense, située à environ 250 millions d'années-lumière, attire vers lui notre galaxie, nos voisines galactiques et des milliers d'autres, à une vitesse de plusieurs centaines de kilomètres par seconde. Nous ne pouvons pas l'observer directement. Il est caché derrière le plan de notre galaxie, dans ce que les astronomes appellent la zone d'évitement. Nous savons qu'il est là à cause de l'attraction gravitationnelle qu'il exerce. Nous dérivons vers lui depuis des milliards d'années, lentement, inexorablement, sans jamais l'atteindre vraiment pour que l'univers continue de s'étendre. Nous sommes en chute libre vers quelque chose d'invisible, dans un voyage qui n'a pas de destination arrêtée. Ce soir, laissez-vous partir à la dérive, vers ce que qui attend, sans urgence. Des astronomes ont détecté des molécules organiques dans l'espace interstellaire, de l'alcool, du sucre, des acides aminés, des précurseurs des briques de la vie. Dans les nuages moléculaires géants qui peuplent la galaxie, des réactions chimiques complexes se produisent à des températures proches du zéro absolu. Des molécules de plus en plus complexes se forment, parfois sur des grains de poussière cosmique, parfois dans la phase gazeuse. Certaines de ces molécules ont été retrouvées dans des météorites tombés sur Terre. La chimie de la vie ne semble pas être une exception, elle est disséminée dans l'espace à une échelle immense. La vie, peut-être, n'attend qu'une occasion pour se manifester. Quelque chose veut exister, partout où les conditions le permettent. Les ondes gravitationnelles, des ondulations dans le tissu de l'espace-temps, prédit par Einstein en 1916, ont été détectées pour la première fois en 2015 par les détecteurs LIGO.
Ces ondes avaient été produites par la fusion de deux trous noirs il y a environ 1,3 milliard d'années. L'énergie libérée en une fraction de seconde lors de cette fusion était plus grande que celle émise par toutes les étoiles de l'univers observable, réunies pendant la même fraction de seconde. Et l'onde produite par cet événement colossal, après avoir traversé 1 milliard d'années-lumière d'espace, a légèrement modifié la distance entre les deux bras du détecteur LIGO, d'un millième du diamètre d'un proton. Un signal presque infiniment petit pour un événement presque infiniment grand. L'univers chuchote dans des fréquences que nous venons à peine d'apprendre à écouter. La sonde Voyager 1, lancée en 1977, a quitté l'héliosphère, la bulle d'influence du Soleil, en 2012, devenant le premier objet fabriqué par l'humanité à entrer dans l'espace interstellaire. Elle se déplace à environ 61 000 km/h. À cette vitesse, elle mettrait 73 000 ans pour atteindre l'étoile la plus proche, si elle se dirigeait vers elle, ce qui n'est pas le cas. Sur son bord se trouve un disque d'or, le Golden Record, contenant des sons et des images de la Terre, des salutations en 55 langues, de la musique de Bach et de Chuck Berry. Un message dans une bouteille cosmique, envoyé dans l'obscurité infinie, sans adresse, sans certitude de jamais être reçu. Et pourtant, le geste lui-même est magnifique. L'humanité qui dit bonjour à l'infini. La Terre est la seule planète connue à abriter de la vie, mais elle a toutes les caractéristiques d'une coïncidence calculée. Sa distance au Soleil est exactement dans la zone habitable. Son champ magnétique la protège du vent solaire. Sa Lune, étrangement grande par rapport à elle, stabilise son axe d'inclinaison et régule ses saisons depuis des milliards d'années. Son atmosphère contient juste assez d'azote, d'oxygène et de dioxyde de carbone. La présence de Jupiter, géante gazeuse, la protège en captant une grande partie des astéroïdes qui pourraient l'atteindre. La Terre n'est pas seule dans l'univers, elle est énormément protégée, sans que rien de tout cela ait été demandé. Il y a une générosité silencieuse dans les conditions qui vous ont permis d'exister. L'hypothèse de la panspermie propose que la vie sur Terre ne serait pas née ici, mais aurait été transportée depuis ailleurs dans l'univers par des météorites ou des comètes. Des bactéries encapsulées dans des roches spatiales peuvent survivre aux conditions extrêmes de l'espace, le vide, le froid, le rayonnement, pendant des millions d'années. Des météorites martiennes ont été retrouvées sur Terre, et vice-versa. Si la vie s'est formée ailleurs, sur Mars, sur une lune d'une autre étoile, avant d'être projetée dans l'espace et d'ensemencer la Terre, alors nous sommes littéralement des voyageurs cosmiques. Nos origines ne seraient pas terrestres, elles seraient interstellaires. Peut-être que votre nature profonde vient de beaucoup plus loin que vous ne le pensiez. L'équation de Drake, formulée en 1961, tente d'estimer le nombre de civilisations intelligentes susceptibles d'exister dans notre galaxie et pouvant être en contact avec nous. Elle prend en compte le taux de formation des étoiles, la proportion d'entre elles ayant des planètes, celles abritant la vie, celles abritant une vie intelligente, celles ayant développé une technologie de communication et la durée de vie de ces civilisations. Selon les estimations les plus conservatives, l'équation aboutit à des chiffres qui vont de quelques civilisations à plusieurs millions. Selon les plus optimistes, notre galaxie serait peuplée de voix que nous n'avons pas encore appris à entendre. Dans cet univers de 2000 milliards de galaxies, il serait surprenant que cette nuit soit la seule à être peuplée de conscience. La distance entre la Terre et la Lune, 384 000 km, semble grande sur une carte. Mais si vous pouviez conduire jusqu'à la Lune à 100 km/h, il vous faudrait 160 jours. Cette distance, qui paraissait insurmontable pendant la quasi-totalité de l'histoire humaine, a été franchie par des êtres humains il y a moins de 60 ans. 12 personnes ont marché sur la Lune. Elles ont regardé la Terre depuis là-haut, petite, bleue, suspendue dans le noir. L'astronaute Edgar Mitchell a décrit cet instant comme une illumination soudaine, une certitude viscérale que l'univers est fait de signification, pas de hasard. Cette expérience s'appelle l'effet de vue d'ensemble, l'Overview Effect. Peut-être que voir la Terre comme les astronautes la voient changerait tout. Les comètes, ces corps glacés qui sillonnent le système solaire en longues orbites elliptiques, ont peut-être joué un rôle central dans l'apparition de la vie sur Terre. Elles transportent de l'eau, des gaz organiques, des acides aminés,
les ingrédients de base de la biochimie. Des impacts de comètes dans la jeune Terre pourraient avoir apporté les océans, et avec eux, les conditions nécessaires à l'émergence des premières formes de vie. Des voyageuses silencieuses qui ont peut-être rendu la vie possible ici, avant de repartir dans leurs longues orbites, sans s'arrêter, sans savoir ce qu'elles avaient fait. Parfois, les plus importants cadeaux arrivent sans qu'on s'en rende compte. La rotation de la Terre ralentit progressivement à cause de l'attraction gravitationnelle de la Lune, d'environ 2 millisecondes par siècle. Il y a 500 millions d'années, une journée terrestre durait environ 22 heures. Il y a 4 milliards d'années, elle n'en durait peut-être que 6. À l'avenir lointain, la Terre et la Lune finiront par se faire face en rotation synchrone. Une phase de la Terre toujours tournée vers la Lune, l'autre toujours dans le noir. Cette synchronisation se produit sur des milliards d'années, lentement, imperceptiblement, avec une patience que le temps cosmique seul peut avoir. Ce soir, la Terre tourne encore, et vous avec elle, doucement, dans le silence. Saturne, la 6e planète du système solaire, est entourée d'anneaux d'une beauté saisissante, composés principalement de particules de glace et de roches allant de la taille d'un grain de sable à celle d'une maison. Ces anneaux ont une épaisseur d'à peine 10 à quelques centaines de mètres, pour un diamètre de plus de 280 000 km. Vus de dessus, ils ressemblent à un disque plat et serein, et pourtant, ils vibrent, ondulent, sont parcourus de structures en spirale provoquées par la gravité des lunes de Saturne. Ce que nous voyons comme immobile et parfait est en réalité en mouvement constant, une danse gravitationnelle complexe qui se joue depuis des centaines de millions d'années. Ce qui paraît paisible de loin est parfois plein de mouvement et de grâce. L'eau, cette molécule de 2 atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène, est l'une des substances les plus répandues et les plus théoriquement improbables de loin. L'univers. Elle a des propriétés uniques qui semblent pensées pour la vie. Elle est plus dense sous forme liquide que sous forme solide, ce qui fait que la glace flotte et protège la vie aquatique sous les surfaces gelées. Elle a une capacité thermique exceptionnelle, régulant les températures des océans et par là des continents. Elle dissout un nombre remarquable de substances, en faisant le solvant idéal pour les réactions biochimiques. Et elle a été trouvée sur la Lune, sur Mars, sous la surface de lunes glacées de Jupiter et de Saturne. L'eau accompagne la possibilité de la vie partout où elle va. La nuit, l'obscurité que vous habitez en ce moment, est en train d'être chassée progressivement de la surface de la Terre par la pollution lumineuse. Un tiers de l'humanité ne peut plus voir la Voie lactée à l'œil nu. Dans les zones urbaines, des centaines d'étoiles autrefois visibles sont noyées dans la lumière artificielle. Des biologistes documentent les effets de cette perte sur la faune, des milliers d'espèces nocturnes désorientées, des cycles naturels perturbés. Et pour les humains, une déconnexion progressive avec quelque chose que nos ancêtres regardaient chaque soir avec émerveillement et terreur mêlées. Nous perdons le ciel. Si vous avez un jour l'occasion de le retrouver, loin des lumières, regardez-le longtemps. Le cosmos est d'une violence extrême et d'une beauté extrême, souvent en même temps. Des galaxies entrent en collision, et cette collision, qui dure des centaines de millions d'années, donne naissance à des millions de nouvelles étoiles. Des nébuleuses planétaires, les cadavres lumineux d'étoiles mortes, illuminent l'espace de leur couleur pastel comme des œuvres d'art. Des jets de quasars propulsent de la matière à des milliers d'années-lumière dans le vide interstellaire avec une précision chorégraphiée. L'univers fait des choses brutales, et elles sont belles. Il y a quelque chose là-dedans qui ressemble à ce que la vie aussi fait, parfois. Ce qui détruit contient souvent le germe de ce qui viendra ensuite. La Terre est le 3e corps céleste à partir du Soleil, orbitant à une vitesse de 30 km par seconde. En une seule journée, la Terre parcourt environ 2 599 200 km dans son voyage orbital. En une seule nuit, pendant que vous dormez, elle parcourt environ 1 300 000 km. Vous bougez, en ce moment, à une vitesse colossale dans plusieurs directions. En rotation sur l'axe terrestre, en orbite autour du Soleil, en dérive avec le système solaire autour du centre galactique, en déplacement avec la galaxie vers le grand attracteur. Vous n'en ressentez rien. Il y a quelque chose de profondément reposant dans le fait de se laisser porter par ces mouvements sans les vouloir. La vie sur Terre
a peut-être émergé dans des sources hydrothermales au fond des océans, des fissures dans la croûte terrestre par lesquelles jaillissent des fluides chauds et chargés de minéraux. Ces environnements, privés de lumière solaire, à des températures et des pressions extrêmes, abritent aujourd'hui encore une faune et une flore d'une diversité surprenante. Si la vie peut se développer dans des conditions aussi inhospitalières ici, peut-être peut-elle le faire dans les océans souterrains d'Europe, la lune glacée de Jupiter, ou d'Encelade, celle de Saturne, dont les geysers projettent dans l'espace de l'eau chaude chargée de composés organiques. La vie est peut-être bien plus tenace et bien plus répandue qu'on ne l'a longtemps cru. Le projet SETI, Search for Extraterrestrial Intelligence, écoute le ciel depuis 1960, dans l'espoir de capter un signal radio d'origine non naturelle en provenance d'une autre civilisation. En 60 ans, aucun signal certain n'a été reçu. Ce silence, connu sous le nom de paradoxe de Fermi, reste l'une des énigmes les plus troublantes de l'astronomie. S'il existe des milliards de planètes potentiellement habitables dans notre galaxie seule, et si la vie est aussi commune que certains le pensent, où sont donc tous les autres ? Une des réponses possibles est que les civilisations intelligentes ont tendance à se détruire avant d'avoir eu le temps de communiquer. Une autre est que nous ne savons pas encore comment écouter correctement. Une autre encore est que nous ne sommes pas seuls, mais que la distance est simplement trop grande. Le silence du cosmos n'est peut-être pas un non, c'est peut-être simplement un « pas encore ». Les planètes du système solaire ne forment pas une ligne droite. Elles orbitent dans des plans légèrement inclinés, les uns par rapport aux autres. Mais de temps en temps, vues de la Terre, elles semblent s'aligner dans le ciel nocturne, un phénomène appelé conjonction planétaire. Ces alignements n'ont pas d'effet gravitationnel significatif sur la Terre, ils sur les êtres humains. Mais ils ont fasciné les humains depuis des millénaires. Des civilisations entières ont organisé leur calendrier, leurs temples, leurs mythes autour de ces mouvements prévisibles des planètes. Peut-être parce que trouver des patterns dans le ciel est une façon de se sentir moins seul dans un univers immense. Le cosmos est une horloge que nous avons regardée avant de savoir lire. La pression au centre du Soleil est 250 milliards de fois supérieure à la pression atmosphérique sur Terre. À cette pression et cette température, environ 15 millions de degrés Celsius, les noyaux d'hydrogène fusionnent en noyaux d'hélium, libérant une énergie colossale. Ce processus, la fusion nucléaire, est celui que les scientifiques tentent depuis des décennies de reproduire sur Terre, obtenir une énergie propre et quasiment inépuisable. Le Soleil fait cela depuis 4 milliards et demi d'années, spontanément, en silence. Si nous réussissions à reproduire ce processus de façon stable, l'énergie de l'humanité serait révolutionnée. La réponse à certains de nos problèmes les plus urgents brille chaque jour au-dessus de nous. La distance entre nous et notre étoile la plus proche voisine, Proxima Centauri, est si grande que si le Soleil avait la taille d'une balle de tennis, Proxima Centauri serait à environ 1700 km de là. Et entre les deux, rien. Du vide absolument vaste, parsemé de quelques rares atomes d'hydrogène. L'espace est presque entièrement constitué de rien, de distances si grandes qu'aucune vie humaine ne pourrait les traverser avec les technologies actuelles. Nous sommes des îles dans une mer immense, chacune brillant de sa propre lumière, séparées par des abysses de temps et de distance. Et, pourtant, vous n'êtes pas seul ce soir. Le télescope spatial James Webb, lancé en décembre 2021 et opérationnel depuis 2022, observe l'univers dans l'infrarouge, lui permettant de regarder à travers les nuages de poussière opaques au télescope optique et de voir des galaxies formées dans les quelques centaines de millions d'années ayant suivi le Big Bang. Ces premières images ont montré des galaxies d'une profondeur et d'un détail jamais vus. Des milliers de galaxies dans un champ de vue si petit qu'il correspondrait à un grain de sable tenu à bout de bras contre le ciel nocturne. Chacune de ces galaxies contient des milliards d'étoiles. Chacune de ces étoiles a peut-être des planètes. La profondeur de l'espace, révélée par ce télescope, est vertigineuse et en même temps apaisante. Il y a tant de choses là-dehors que nos problèmes, quelle que soit leur réalité, tiennent dans quelque chose de très petit. Ce soir, laissez la perspective vous reposer. L'atmosphère terrestre, cette fine couche de gaz qui nous protège, a une épaisseur d'environ 100 km pour les couches les plus significatives, mais si fine comparée aux rayons de la Terre qu'elle ressemble, vue depuis l'espace,
à un film de rosée sur une pomme. Cette couche est ce qui rend la vie possible. Elle filtre les ultraviolets nocifs, maintient une température stable grâce à l'effet de serre naturel, crée les phénomènes météorologiques qui distribuent l'eau douce à travers les continents. Et c'est dans cette fine pellicule que se passe toute la vie humaine. Toute l'histoire, toutes les guerres, tous les amours, tous les poèmes. Tout ce que nous appelons notre monde tient dans un film de gaz autour d'une pierre qui tourne. Cette fragilité mérite peut-être d'être protégée avec plus de soin. Des astronautes qui ont passé de longues périodes dans l'espace décrivent presque unanimement un changement profond de perspective à leur retour sur Terre. Frontières entre les pays, invisibles depuis l'espace, perdent leur évidence. L'idée que des êtres humains soient en guerre pour des lignes tracées sur un bout de ce point bleu suspendu dans le vide semble soudain irréelle, presque absurde. L'espace de la Terre, vu de l'extérieur, est si petit, si délicatement bleu, si manifestement unique, qu'il inspire presque toujours une réponse identique, une sobriété, une douceur, un sentiment d'appartenance à quelque chose de plus grand que toutes les catégorisations humaines. Si vous pouviez regarder la Terre depuis l'espace ce soir, comment vous sentiriez-vous ? Le premier objet fabriqué par l'humanité à avoir atteint l'espace, défini comme la ligne de Kármán à 100 km d'altitude, fut une fusée V2 allemande en 1944. Moins de 3 décennies plus tard, des humains marchaient sur la Lune. L'accélération de la capacité humaine à explorer l'espace au XXe siècle est l'une des plus spectaculaires de l'histoire technologique. Et aujourd'hui, des personnes privées lancent des fusées réutilisables, des télescopes orbitent autour de Jupiter et des sondes survolent les confins du système solaire. En quelques décennies, l'espèce humaine a étendu sa présence physique au-delà de la planète qui l'a vue naître. Il y a dans cette avancée une forme de courage difficile à nommer. Bételgeuse, la brillante étoile rouge dans la constellation d'Orion, est une supergéante rouge qui devrait exploser en supernova dans les prochains 100 000 ans, de notre point de vue. Elle est à environ 725 années-lumière de nous. Si elle a déjà explosé, et rien ne nous permet de le savoir, puisque la lumière met 725 ans à nous parvenir, la supernova serait visible à l'œil nu en plein jour, brillant aussi fort que la Lune. Peut-être que Bételgeuse a déjà cessé d'exister. Peut-être que la lumière de sa mort est déjà en chemin vers nous, traversant l'espace à 300 000 km par seconde. Certaines fins sont déjà en cours. Nous ne le savons pas encore. La lune de Saturne Titan est le seul satellite planétaire connu à posséder une atmosphère dense et une surface avec des lacs et des fleuves. Non pas d'eau, mais de méthane liquide. Ses températures sont de moins 180 degrés Celsius. Son ciel est orangé, opaque. Et sous sa surface épaisse, il pourrait exister un océan d'eau salée. La sonde Cassini, qui a étudié le système saturnien pendant 13 ans, a révélé un monde étrange et complet. Une planète en miniature, avec sa propre météorologie, ses propres cycles de saison. Titan nous rappelle que l'univers invente des chimies que nous n'aurions jamais su imaginer. Il y a des mondes là-bas qui ne ressemblent à rien de ce que nous connaissons. La Lune, notre voisine la plus proche, s'éloigne de la Terre d'environ 3,8 cm par an. Dans un futur très lointain, elle ne sera plus assez proche pour couvrir exactement le disque solaire lors d'éclipses totales. Ce phénomène si particulier où la Lune et le Soleil, de tailles apparentes miraculeusement identiques vues de la Terre, permettent de voir la couronne solaire. Nous vivons dans un moment cosmique unique, qui dure depuis des centaines de millions d'années et se prolongera pendant des centaines de millions encore, mais qui ne sera pas éternel. Le cosmos nous offre ce spectacle maintenant, et il n'était pas disponible avant, il ne le sera plus après. Ce que vous avez maintenant ne durera pas toujours. Regardez-le bien. L'univers est si vieux que la lumière de certaines de ses premières étoiles, des objets massifs qui ont brûlé rapidement, n'existe plus. Ces étoiles de la première génération, appelées étoiles de population 3, étaient composées presque exclusivement d'hydrogène et d'hélium, les seuls éléments existants après le Big Bang. Elles ont vécu vite, brillé fort et explosé en supernovas qui ont enrichi l'univers en éléments plus lourds, permettant la formation des étoiles de deuxième et troisième génération, dont notre Soleil. Nous sommes les héritiers d'étoiles qui ont explosé avant que la Terre n'existe,
Notre existence est possible grâce à leur mort. Nous sommes les enfants de quelque chose qui n'existe plus, et cela continue grâce à nous. L'espace est presque parfaitement silencieux. Les ondes sonores ne se propagent pas dans le vide. Les explosions de supernovas, les collisions galactiques, les jets de quasars, tout cela se déroule dans un silence absolu, inaccessible à notre ouïe. Seules les ondes gravitationnelles, des ondulations dans le tissu de l'espace-temps, peuvent nous transmettre quelque chose de ces événements. L'univers est une symphonie que nous ne pouvons pas entendre directement. Dans ce sens, l'espace est le plus grand silence qui ait jamais existé, plus grand que n'importe quelle nuit, plus profond que n'importe quel repos. Ce soir, votre silence est un écho du silence de l'univers. Les pulsars, restes d'étoiles à neutrons en rotation rapide, émettant des faisceaux réguliers de rayonnement, sont si précis dans leur rythme qu'ils sont parfois utilisés comme horloges cosmiques. Certains pulsars ont une précision de timing équivalente aux meilleures horloges atomiques de la Terre. Ils battent, dans l'espace, avec une régularité absolue, des centaines ou des milliers de fois par seconde, sans jamais se lasser, sans jamais dérégler. Ces horloges cosmiques tournent depuis des millions d'années. Elles tourneront encore des millions d'années après nous. Et leur rythme imperturbable rappelle que l'univers a ses propres battements, bien au-delà des anxiétés et des agendas humains. Il y a des rythmes dans le cosmos qui n'ont jamais cessé et qui ne cesseront pas ce soir. La Terre a été frappée par une collision cataclysmique il y a environ 4,5 milliards d'années. Un corps de la taille de Mars, appelé Theia, percutant notre jeune planète et éjectant dans l'espace une quantité de matière fondue qui s'est ensuite agglomérée pour former la Lune. Sans cette collision, sans cet accident de la géologie planétaire, la Lune n'existerait pas. Et sans la Lune, l'axe d'inclinaison de la Terre serait instable, les saisons seraient chaotiques, le développement de la vie complexe serait peut-être impossible. Notre existence dépend d'un impact catastrophique survenu avant même que la Terre ne soit refroidie. Les désastres sont parfois les conditions de ce qui vient ensuite. Rien dans l'histoire de ce qui vous a formé n'était certain d'avance. Le Soleil convertit chaque seconde environ 4 millions de tonnes de sa propre masse en énergie pure, et cela depuis 4,5 milliards d'années. Il a déjà consommé la moitié de son carburant hydrogène. Dans environ 5 milliards d'années, il gonflera en une géante rouge, engloutissant probablement Mercure et Vénus, et rendant la Terre inhabitable bien avant. Puis il se contractera en une naine blanche, un résidu dense et chaud, de la taille de la Terre, qui refroidira lentement pendant des milliards d'années supplémentaires. Le Soleil aussi a une vie, un arc, une fin. Et pourtant, il brille ce soir avec la même constance que depuis votre première nuit. Il sera fidèle encore longtemps, bien plus longtemps que vous n'en aurez besoin. L'observation des étoiles a guidé les civilisations humaines pendant des millénaires, pour naviguer, pour planter, pour prier, pour raconter des histoires. Les Polynésiens traversaient le Pacifique, le plus grand océan du monde, sans instruments, en lisant le ciel, le courant et le vent. Les Égyptiens orientaient leurs temples selon le lever de certaines étoiles. Les agriculteurs du monde entier organisaient leurs semailles selon le calendrier stellaire. Les étoiles n'étaient pas un décor, elles étaient une boussole, un calendrier, un dieu, un ancêtre. Nous avons grandi sous elles. Elles ont façonné notre façon de compter le temps, de raconter des histoires, de nous situer dans l'espace. Nous venons d'elles, en matière, et nous avons longtemps vécu par elles, en esprit. La constellation d'Orion, l'une des plus reconnaissables du ciel nocturne, n'est pas réellement un groupe d'étoiles proches les unes des autres. Ce que nous voyons comme une figure cohérente est en réalité un effet de perspective. Des étoiles, à des distances très différentes de nous, semblent alignées parce que nous les regardons depuis la Terre, dans une direction particulière. Rigel, l'étoile la plus lumineuse d'Orion, est à environ 860 années-lumière. Bételgeuse, l'autre étoile brillante, est à environ 725. Entre les deux, dans la réalité tridimensionnelle de l'espace, elles sont chacune dans leur propre coin de la galaxie, sans relation. Ce que nous voyons comme une image cohérente est une construction de notre perspective. Peut-être que certaines connexions que l'on aperçoit dans la vie fonctionnent de la même façon.
des civilisations du monde entier, les Mayas, les Grecs, les Mésopotamiens, les Indiens, les Chinois, ont développé des systèmes astronomiques d'une précision étonnante, des millénaires avant les télescopes. Les Mayas avaient calculé la durée de l'année solaire à une précision de quelques secondes. Les Grecs avaient deviné la sphéricité de la Terre et calculé sa circonférence avec une erreur de moins de 2%. Les astronomes arabes du Moyen Âge avaient compilé des catalogues d'étoiles d'une précision remarquable. Sans satellite, sans calculatrice, uniquement avec la patience et l'observation directe du ciel nocturne, des hommes et des femmes ont cartographié l'univers visible. La curiosité humaine, seule, est un instrument extraordinaire. L'intelligence humaine, à main nue et yeux ouverts, peut comprendre des choses immenses. La théorie des cordes, l'une des tentatives les plus ambitieuses de la physique théorique pour unifier la relativité générale et la mécanique quantique, propose que les particules fondamentales ne sont pas des points, mais des boucles de cordes vibrantes dans un espace à 10 ou 11 dimensions. Selon cette théorie, ce que nous percevons comme les propriétés des particules, leur masse, leur charge, leur spin, résulterait du mode de vibration de ces cordes. Et notre univers à 4 dimensions ne serait qu'une membrane flottant dans un espace de dimension supérieure, appelé le bulk. D'autres univers pourraient exister sur d'autres membranes, parallèles aux nôtres, séparés par un espace imperceptible, potentiellement infiniment proche de nous, sans jamais être accessible. L'univers dans lequel vous vous endormez ce soir est peut-être un parmi d'innombrables autres. L'un des faits les plus étranges de la physique quantique est que des particules subatomiques à l'état de superposition, existant dans plusieurs états simultanément, s'effondrent dans un état défini au moment où on les observe. Ce principe, l'effondrement de la fonction d'onde, suggère que l'observateur joue un rôle dans la réalité qu'il observe. Certains physiciens, et beaucoup de philosophes, y voient une indication que la conscience n'est pas un spectateur passif de la réalité, mais un participant actif dans sa définition. Ce n'est pas encore une théorie établie, mais c'est une idée qui change quelque chose dans la façon qu'on peut avoir de se percevoir dans l'univers. Vous ne regardez pas le cosmos depuis l'extérieur, vous en faites partie. Le fond diffus cosmologique, cet écho du Big Bang, présente de légères variations de température, des zones infinitésimalement plus chaudes ou plus froides, qui sont les graines de toutes les structures de l'univers. Ces fluctuations quantiques, amplifiées par l'expansion rapide de l'univers dans son premier instant, ont donné naissance à des filaments de matière légèrement plus denses que leurs voisins. Ces filaments sont devenus des galaxies, des amas, des superamas. Toute la structure macroscopique du cosmos, des milliards de galaxies organisées en réseau, est l'empreinte agrandie de fluctuations quantiques aussi petites qu'on puisse imaginer. Le cosmos est né du presque rien et a trouvé sa forme dans ces minuscules différences initiales. Même les plus petites variations dans un début peuvent mener à l'immensité. Depuis la Terre, nous sommes incapables de voir la plupart de notre propre galaxie directement. Le plan de la Voie lactée, vu de l'intérieur, se présente comme une bande lumineuse traversant le ciel nocturne. Mais nous ne pouvons pas en voir le centre à l'œil nu, ni en cartographier la structure globale depuis notre position en son sein. Nous vivons à l'intérieur de quelque chose que nous n'avons jamais pu voir en entier. La carte de notre propre galaxie a été établie en combinant des observations radio, infrarouges et micro-ondes, jamais en la regardant de face. Nous sommes des habitants d'un lieu que nous ne pouvons pas voir de l'extérieur. Il y a parfois des choses si grandes qu'on ne peut les voir qu'en y étant profondément. Votre cerveau, cette nuit, et le cosmos au dehors partagent quelque chose de fondamental. Tous deux sont des réseaux de connexion formant des structures à partir de rien, dans le silence, pendant que personne ne regarde. Les neurones et les filaments galactiques dessinent les mêmes formes. Le rythme d'un pulsar et celui d'un cœur humain sont tous deux des répétitions régulières, dans un fond de silence. Vous êtes fait des mêmes atomes que les étoiles. Vous êtes organisés selon les mêmes principes que le cosmos. Il n'y a pas de frontière nette entre ce qui est dedans et ce qui est dehors. Juste des échelles différentes d'une seule et même organisation. Ce soir, en vous endormant, vous rejoignez le silence de l'univers. Et ainsi, notre nuit méridiane touche doucement à sa fin. Nous avons voyagé ce soir à travers des milliards d'années-lumière.
des premières étoiles aux trous noirs, des nébuleuses aux aurores boréales, de la poussière d'étoiles mortes qui compose votre corps, aux pulsars qui battent dans le vide à des milliers de kilomètres par seconde. Nous avons effleuré l'infini et peut-être senti, un instant, combien cette immensité est apaisante plutôt que terrifiante. Il n'y a rien à retenir de tout cela. Laissez ces images se poser en vous doucement. Les galaxies en spirale, le fond de lumière ancienne, silence absolu de l'espace interétoilé. Laissez-les s'estomper, comme les étoiles au petit matin, dans la clarté qui vient. Sentez le poids de votre corps dans votre lit. Laissez vos épaules se relâcher complètement. Laissez votre mâchoire se desserrer. Laissez votre respiration trouver sa profondeur naturelle, sans la forcer, sans la surveiller. Il n'y a nulle part où aller. Vous êtes exactement là où vous devez être. Dormez bien, faites de beaux rêves et bonne nuit.